Salam alaikum Azul Flaoun, bonsoir. Le 18 mars 1962, l'Algérie et la France signent des accords de cessez-le-feu qui ouvrent la voie vers l'indépendance. Des accords au forceps qui vont être suivis d'une période de transition particulièrement violente. L'organisation armée secrète OAS qui refuse ces accords va appliquer une stratégie de la terre brûlée. Il est important de rappeler que le peuple algérien a décidé son autodétermination, dès lors qu'il a payé une facture très lourde pour cette indépendance. Beaucoup de choses positives ont été réalisées pendant cette révolution, surtout que cette dernière a marqué l'humanité. Monsieur Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire qui correspond au 19 mars de chaque année. Tebboune déclara, et là je le cite, « Alors que nous vivons aujourd'hui en cette conjoncture particulière et complexe, à l'instar des pays du monde, des mutations décisives sur les plans régional et international. Nous tenons à affirmer que notre aspiration à une Algérie prospère nous impose à réhabiliter la valeur de l'effort et du travail, de veiller au renforcement de notre sécurité nationale dans toutes ses dimensions, face à tout imprévu ou urgence, et de veiller sur l'unité de nos rangs, de conjuguer nos efforts et de renforcer le sens du devoir de la nation et d'assumer pleinement nos responsabilités dans les différents secteurs et à tous les niveaux envers notre nation et notre patrie. Je ferme la parenthèse. Monsieur Tebboune nous parle des mutations décisives sur le plan régional et international. Notre aspiration à bâtir une Algérie prospère, dimension face à tout imprévu ou urgence, de veiller à l'unité de nos rangs et d'assumer pleinement nos responsabilités. Des mots qui font rêver tout Algérien, mais la réalité est tout autre. Monsieur Tebboune vit dans un autre pays qui n'est pas l'Algérie. 60 ans après les accords d'Évian, la relation algéro-française est toujours un enjeu de politique intérieure pour les deux pays. L'histoire, la confrontation permanente entre les deux mémoires empêche de lever l'hypothèque qui obstrue et freine la relation entre l'Algérie et la France. Elle est avérée être un obstacle à l'établissement de relations saines d'État à État, où seule la compréhension des intérêts et de leurs équilibres doit primer. Ces accords ont été signés par la délégation conduite par Karim Belkacem au nom du FLN pour le côté algérien et pour le côté français par les représentants du gouvernement de Michel Debré. L'instrumentalisation de cette mémoire si douloureuse est convoquée uniquement à des dates symboliques, 19 mars, 5 juillet et le 1er novembre pour les Algériens, et tous les 5 ans lors de l'élection présidentielle française par les lobbies ultra de l'Algérie française encore agissant en France. Nous avons conscience que la célébration de dates anniversaires est nécessaire. Par contre, son instrumentalisation est à condamner tant qu'un collège d'historiens des deux pays n'auront pas fait le travail académique en restituant les faits afin que les peuples algériens et français puissent regarder l'histoire de leurs deux pays avec l'objectivité nécessaire et envisager une nouvelle relation dépouillée d'amertume et de rancœur. Beaucoup de dispositions des accords n'ont pas été scrupuleusement respectées, mais globalement, les deux États ont encore lié par ces accords. D'un autre côté, l'Espagne vient de se positionner sur la question du Sahara occidentale en estimant que la solution marocaine proposant une large autonomie aux Sahraouis était une réponse positive à la crise qui sévit en Afrique du Nord depuis presque 50 ans. La position du gouvernement espagnol a surpris l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur avec effet immédiat. La nouvelle approche de l'Espagne concernant la situation au Sahara occidental est un élément qui va gêner et compliquer la diplomatie algérienne et ses intérêts.
En effet, l'Espagne était la puissance coloniale et son revirement fait d'elle un élément aggravant. Elle perd naturellement son statut de neutralité et de facilitateur pour prendre le statut de partie prenante en tant qu'ex-puissance coloniale. Au moment où l'Algérie a rassuré le royaume d'Espagne quant au respect des contrats et des livraisons de gaz, le changement de position des Espagnols concernant le statut du Sahara occidental a irrité au plus haut point le régime algérien. Encore un couac, un échec de notre diplomatie qu'il faudra mettre sur le compte de l'image désastreuse, décadente de notre pays, où la voix de l'Algérie compte de moins en moins sur la scène régionale, africaine et mondiale. L'urgence est à la mobilisation citoyenne pour entamer le changement démocratique afin de rehausser l'image de notre pays, terni par tant d'années de gabegie et d'irresponsabilité. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. « 60 ans après, les Algériens revendiquent encore l'indépendance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Mahmoud Sanhadji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, mais aussi observateur politique, qui est avec nous depuis Strasbourg, je pense, via Skype. Professeur Mahmoud Sanhadji, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, M. Joudi. Très heureux d'être toujours avec vous. Professeur. On aura aussi le plaisir d'accueillir Sadr Sellem, qui est historienne depuis Paris aussi, mais aussi M. Benjamin Stora, historien aussi, qui sera avec nous dans cette émission depuis Paris, et Si Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Il sera avec nous depuis Alger. Et je pense que M. Karim Tabou est avec nous. Si Karim, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci d'invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux invités.
Mes salutations chaleureuses à M. Senadji et toutes mes salutations à l'ensemble des journalistes del Maghrébien et à nos téléspectateurs. Merci Karim, merci, plaisir de vous avoir dans cette émission. Professeur Mahmoud Senadji, on va commencer cette émission avec vous. Cette fête de la victoire ou la journée de la victoire qui correspond avec le 19 mars 62. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette journée qui correspond aussi donc à ces accords d'Évian qui a mené notre pays à l'indépendance? Professeur Senadji. Moi, ce que je pourrais dire, bonsoir, c'est que hier, nous étions à Évian. Nous sommes déplacés de Strasbourg, de Barcelone, de Madrid. Beaucoup de personnes et beaucoup d'Algériens sont venus. Nous avons été invités par la maire d'Évian, Mme Josiane Guillet, qui nous a accueillis. Et nous avons pu être là-bas parce que pour nous, le 60e anniversaire des accords d'Évian reste pour nous une forme de devoir moral. Parce que depuis 2019, nous vivons un grand moment où une des plus grandes conquêtes, un plus grand acquis de la révolution populaire et du Hirak populaire depuis 2019, c'est la reconquête de notre algérianité. Et celle-ci ne peut se faire pour moi que si nous nous approprions notre histoire. Et s'approprier son histoire, c'est commencer, puisque c'était le 19 mars, le 160e anniversaire des accords d'Évian, c'est s'approprier cet héritage historique. Pour moi, Évian fait partie de notre héritage historique, de notre identité nationale. Être là-bas, c'était un devoir moral. Et nous avons pris la même photo qui se trouve sur le perron de l'hôtel du Parc. Nous étions là-bas pour démontrer clairement que les accords d'Évian représentent pour nous une date fondatrice, parce qu'elle a inauguré une nouvelle ère. Quelles que soient les difficultés qui ont eu lieu, il faut reconnaître qu'un des plus grands acquis des accords d'Évian, c'est qu'elle a mis fin au mythe de la mission civilisatrice et elle a mis fin aussi au mythe de l'Algérie française, parce qu'on ne peut jamais être dans un pays et le conquérir par la force, par le fer. Même si elle s'y terminait, même si les accords d'Évian, certes, c'était des accords de paix. Et dans les 6 mois qui ont suivi avec l'OAS, on a vécu des moments les plus terribles, les plus désastreux. Moi, je dis que la guerre d'Algérie s'est terminée comme elle a commencé lors de la conquête, dans la terreur et dans les massacres. On n'oublie jamais que la conquête d'Algérie s'est faite en disséminant un tiers de la population algérienne. Donc, elle s'est terminée comme elle a commencé, mais elle a ouvert une nouvelle ère. Mais le plus grand drame pour les Algériens, c'est que ceux qui étaient les signataires des accords d'Évian, on a vécu à travers ça le premier putsch qui a été fait contre le GPA, parce que ceux qui ont signé n'existaient plus, et le pouvoir de la force s'est imposé depuis 1962. Hier, à Évian, nous avons offert à la mairie d'Évian et à la médiathèque d'Évian le livre de Youssef Ben Khadda. Je veux dire pour l'histoire qu'à Évian, jusqu'à présent, il n'y a pas une plaque commémorative des accords d'Évian. Lorsqu'on était là-bas, on a pu rendre hommage à Camille Blanc, qui était le maire d'Évian, qui a été assassiné le 30e mars 1962. 1961, m'excuse, parce qu'il était l'initiateur des accords d'Évian. Et l'OAS l'a assassiné le 31 mars parce qu'il a ouvert, il a donné, parce que c'était un homme pacifiste, il a donné la ville d'Évian comme étant le lieu de l'histoire et le lieu de la paix pour les pourparlers entre les Algériens et les Français. Il a été assassiné le 31 mars parce que des ouvertures des pourparlers allaient se faire le 7 avril. On a rendu hommage aussi à Camille Blanc parce qu'il reste aussi dans notre histoire. Il fait partie aussi de notre héritage parce que cet homme-là, il a donné en quelque sorte sa vie pour que la paix puisse se faire et pour que les deux peuples puissent instaurer quelque chose de nouveau. Restez avec nous, professeur. On va donner la parole à Sikarim Tabou. Sikarim, si on revient un peu sur cette date qui est historique, après tant de sacrifices du côté de notre pays, de notre peuple, on est arrivé donc à cette date et on peut dire que les volontés du peuple, quand ils veulent se libérer, ne peuvent pas être vaincues. Quelle est votre lecture de cette journée et de ces accords aussi, Karim Tabou? Bien sûr qu'évoquer les accords d'Évian
et cette partie à la fois douloureuse, mais également d'espoir du peuple algérien qui a consenti des sacrifices énormes. Et bien sûr que à cette date-là se croisent en nous-mêmes des sentiments, une mémoire, des traumatismes, des douleurs, mais également des espoirs, comme l'a si bien expliqué professeur Senadji, que c'était l'acte fondateur de l'Algérie. L'Algérie pour laquelle des millions de personnes sont tombées, sont mortes, justement pour cet idéal. Mais bien sûr que des Algériens avaient mené la révolution pour réaliser en fait 3 objectifs majeurs qui ont d'ailleurs été proclamés dans l'appel du 1er novembre. Le premier objectif, c'était l'indépendance. C'est-à-dire reprendre sa terre, reprendre sa patrie. Le deuxième objectif était la mise en place d'un État démocratique et social. La promesse qui fut donnée au peuple algérien est que, après l'indépendance, l'Algérie va être une république avec toutes les valeurs républicaines et également elle est démocratique parce qu'elle reconnaît les sacrifices consentis par le peuple et elle est sociale parce que nos valeurs ancestrales sont ancrées justement dans les valeurs sociales et de notre tradition et de notre mode de vie. Également, une troisième promesse fut donnée, c'était la construction d'un ensemble nord-africain intégré, démocratique, qui permet donc aux citoyens de toute la région nord-africaine, justement, de s'engager à travers l'indépendance dans un élan de construction d'un ensemble démocratique des peuples ouverts et qui épousent les valeurs universelles, démocratiques, etc. En 1962, l'indépendance a été acquise. L'autodétermination est un concept qu'il va falloir redéfinir de nouveau. Est-ce que les espoirs étaient, les choses réalisées, les espoirs étaient à la mesure des sacrifices? Je ne sais pas, ça reste un débat. Bien sûr, à chaque fois, on regarde par rétroviseur ces dates, eh ben, en surface remontent également des ressentiments, remontent des choses qui ne sont pas tout le temps des choses, de bonnes choses. Et il va falloir faire preuve à la fois d'intelligence, mais également de courage pour regarder cette mémoire avec beaucoup de courage et en tirer le plus possible d'enseignements pour aller de l'avant et rebâtir de nouveau une idée nouvelle de l'Algérie qui va être l'Algérie des Algériens, l'Algérie qui va émaner de cet espoir des Algériens, et pas l'Algérie des manœuvres politiciennes, et pas l'Algérie des coups bas, et pas l'Algérie des arrangements souterrains des deux rives qui tiennent en otage de nos jours cette indépendance. Tout simplement, on a eu l'indépendance formelle, mais l'indépendance, la vraie, qui donnera aux citoyens algériens le droit de jouir de ses libertés. Il a été confisqué de nos jours et on peut en débattre sur la question. Absolument, on va bien revenir. Sûr que ça reste un avis personnel, mais je pense qu'il y a un vrai besoin d'observer les choses avec courage et avec sagesse également. Très bien. On va y revenir, bien sûr, sur la situation actuelle, Karim Tabou, mais aussi le désir du peuple algérien depuis 2019 de se réapproprier son pays, comme l'a expliqué professeur Mahmoud Senhadji. Professeur, je vais revenir à vous. Cette date n'était pas très fêtée en Algérie. Dans les années passées, est-ce qu'on peut dire que c'était un oubli et pourquoi on la met en valeur maintenant? Pour moi, ce n'est pas du tout un oubli. Parce que les signataires des accords d'Évian n'étaient plus les véritables acteurs de la scène politique. Il ne faut jamais oublier, pour moi je le dis,
il n'y avait pas un front. Aujourd'hui, le FNL, il y avait des factions. Et le GPRA, c'est-à-dire que le FNL dans sa forme du GPRA, du CNA, le Conseil national de la Révolution algérienne, sans oublier l'état-major général, la force militaire qui était à Ras-Dimer en Tunisie, l'armée des frontières n'était pas une force armée, c'était une force politique. Et cette force politique n'a jamais admis les accords d'Évian, parce qu'elle voyait dans les accords d'Évian une nouvelle ère qui pouvait s'ouvrir où le politique aurait de véritables mots. Il ne faut pas oublier, les accords d'Évian impliquent quoi? C'est une diplomatie qui a gagné la guerre, dans le sens où c'était le triomphe des politiques. Et c'est ça ce que l'armée des frontières n'a jamais admis, que le politique puisse régner définitivement en Algérie. Et lorsqu'on a refusé ces accords d'Évian, l'armée des frontières a imposé sa force, a imposé sa vision destructrice. Et nous vivons jusqu'à présent, depuis ce jour-là, depuis cet été 62, lorsque les accords d'Évian, c'est-à-dire le politique a été évacué de la scène algérienne, la force a régné. Et cette force est destructrice. Et c'est pour cette raison que nous sommes arrivés 60 ans plus tard. Nous, hier, à Évian, quelle était l'affiche que nous avons montrée? 60 ans après, la guerre d'Algérie est-elle vraiment finie des deux côtés de la Méditerranée? En Algérie, n'en parlons pas depuis 2019, la première fois dans l'histoire d'Algérie où la contestation sociale, elle est générale. Et pour la première fois, elle est fondamentalement démocratique. Pour la première fois dans son histoire, le peuple algérien, il veut un état de droit, une transition démocratique, une souveraineté populaire, une justice sociale et l'indépendance de la justice. Face à quoi? Face à un nouveau pouvoir prédateur, pour moi, c'est une nouvelle force d'occupation. 60 ans après, le peuple algérien réclame pour la deuxième fois dans son histoire l'indépendance. Je défie tout historien qui peut prouver dans l'histoire contemporaine où un peuple a demandé deux fois son indépendance. Seul le peuple algérien l'a demandé. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la force règne et cette force, elle est aveugle, comme l'a été la force de l'OAS et la force des Français d'Algérie. Ils n'ont jamais admis que le peuple gouverne. Et cette même force, elle a la même mentalité. Elle ne veut pas que le peuple puisse retrouver son destin. Et jusqu'à présent, nous souffrons de cette mentalité qui refuse, qui exclut la souveraineté populaire du pouvoir. Pour moi, rien n'a changé. Nous sommes encore occupés. Restez avec nous, professeur Senhadji. Je vais revenir à vous. On a été rejoint par M. Benjamin Stora, qui est historien, connu aussi pour son travail de mémoire. Monsieur Benjamin Stora, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir. Monsieur Benjamin Stora, donc sur cette journée, 60 ans après les accords d'Évian, comment peut-on qualifier ces accords qui sont bien sûr été historiques, mais surtout après les sacrifices du peuple algérien et aussi cette histoire qui reste très douloureuse et clivante du côté, que ce soit du côté algérien ou du côté français? Ben écoutez, c'est quand même une date importante, le 19 mars, parce que c'est un cessez-le-feu qui a été conclu entre la délégation algérienne, conduite notamment par Krim Belkacem, donc à Évian, avec le gouvernement français, donc qui signifiait l'arrêt des combats sur le territoire algérien, après quand même presque 8 ans de guerre qui ont marqué naturellement durablement les populations algériennes, notamment, qui ont beaucoup souffert de toute cette histoire, de toute cette guerre, etc. Donc c'est quand même un moment important, mais en même temps, c'est un moment qui ne signifie pas la fin de la guerre, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un cessez-le-feu, simplement, donc d'une sorte de compromis politique. Et non pas la fin complète des hostilités, parce que on ne peut pas éteindre en un seul traité pratiquement 8 ans de guerre. C'est-à-dire qu'on sortait, à la limite c'est plus facile entre guillemets de rentrer dans une guerre, c'est très difficile d'en sortir. Très très difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements de population, beaucoup de souffrances, etc. Donc c'est pas la fin immédiate de cette guerre qui avait commencé 8 ans plus tôt. Voilà, donc c'est important surtout pour les combattants, en fait, cette histoire. Les combattants algériens, dans les maquis notamment, qui ont naturellement accueilli cette nouvelle avec satisfaction, ainsi que les gens qu'on appelait entre guillemets de l'armée des frontières. Et ils ont su cette nouvelle que
plusieurs jours après. Ils l'ont pas su immédiatement. Parce que les moyens de communication, à cette époque, naturellement, ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc, il a fallu quand même un certain temps pour apprendre la nouvelle du cessez-le-feu. Et la nouvelle est importante pour les Français, surtout, essentiellement pour les appelés, c'est-à-dire les soldats français. Il y avait quand même 400 000 hommes sur le territoire algérien. C'est colossal, c'est considérable, qui étaient présents sur le territoire algérien. Et naturellement, l'annonce du cessez-le-feu a été accueillie avec un grand soulagement pour les familles françaises qui étaient en métropole et qui avaient chacun un frère, un oncle, etc., qui étaient en Algérie. Donc, pour les combattants des deux côtés, ça a été, disons, une sorte de soulagement. Mais encore une fois, ça signifie pas, bien sûr, que ce compromis politique signifiait la fin définitive de la guerre. Parce que, encore une fois, d'un côté comme de l'autre, il y a des forces qui ont refusé ce compromis, qui n'étaient pas d'accord avec, disons, cette signature des accords d'Évian. Si on revient un peu sur 60 ans après, Monsieur Stora, cette histoire reste toujours clivante et pourtant vous êtes un grand connaisseur de l'histoire algérienne. Vous avez fait toute une recherche par rapport donc au dossier des mémoires qui a été demandé par le président français Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi toujours cette histoire reste clivante, que ce soit du côté algérien ou du côté français? Alors, du côté français, effectivement, vous avez raison de souligner qu'elle est encore, entre guillemets, clivante, parce que des forces politiques en France ont toujours refusé ce cessez-le-feu, parce que, fondamentalement, ils étaient contre l'indépendance. Dans la mesure où les accords d'Évian prévoyaient le passage à l'autodétermination. L'autodétermination, notamment, du peuple algérien. Donc ça, les forces politiques françaises et européennes d'Algérie, en grande partie, étaient hostiles à ce compromis. Et elles le sont toujours. Elles ont toujours été hostiles, disons, à cet accord politique. Elles ont, par exemple, en France, toujours refusé de commémorer le 19 mars. Elles ont toujours voulu enlever le nom des rues. Vous savez, en France, il y avait des noms de rues qui s'appelaient rue du 19 mars. Bon, les municipalités, notamment d'extrême droite, enlevaient systématiquement, disons, ces plaques qui étaient apposées. Donc, en France, il y a toujours eu ce clivage, ce refus, en fait, qui se manifestait derrière ce refus. Il y avait le refus de l'indépendance de l'Algérie. Du côté algérien aussi, les choses sont pas simples parce que comment dirais-je, il y avait des forces politiques aussi en Algérie qui ont regardé ces accords comme une sorte de compromis qui pouvait être favorable à la France, parce que la France conservait la possibilité, notamment, de poursuivre les essais nucléaires au Sahara. Donc ça, c'était mal vu par certains dirigeants algériens, par d'autres dirigeants algériens qui n'étaient pas d'accord, disons, avec ce qu'on a découvert ensuite d'ailleurs, qui étaient des clauses secrètes des accords d'Évian, et qui parlaient notamment des essais nucléaires ou même de l'exploitation du pétrole et du gaz. En Algérie, c'est la poursuite de l'exploitation du pétrole et du gaz en Algérie. Donc il y avait par conséquent aussi au sein de la direction algérienne des divergences sur le fait d'accepter ou pas. Mais en fait, bon, progressivement, ces divergences se sont effacées dans la mesure où il y a eu l'autodétermination, le référendum et le passage à l'indépendance de l'Algérie. Donc l'attitude à avoir par rapport au 19 mars n'a pas été, disons, ne s'est pas révélée comme quelque chose d'important. Mais en Algérie, le 19 mars, pendant très longtemps, n'a pas été vraiment commémoré. C'est depuis quelques années qu'on commence, disons, effectivement, dans les manuels scolaires, dans les communiqués officiels, etc., à parler du 19 mars. Mais somme toute, c'est quand même assez récent. Ça date de quelques années seulement. Très bien. Monsieur Stora, je pense que vous étiez avec Monsieur Macron en visite en 2017 en Algérie, quand il avait déclaré pour la première fois qu'un président français... non, j'étais pas. Vous n'étiez pas, pardon. J'étais pas avec lui à ce moment-là. Non, très bien. Non, donc il était en campagne électorale.
Absolument. Oui. Il était en campagne électorale, il l'avait déclaré, il avait même osé parler donc des crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie. Mais aussi, étant président, vous savez ce qui s'est passé il y a quelques mois, il avait aussi fait des déclarations que le système algérien a considéré comme c'était une attaque à l'Algérie. Il avait qualifié le système algérien de système politico-militaire, qu'il était fragilisé par le Hirak. Comment peut-on qualifier encore cette relation 60 ans après, un contraste que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, des déclarations de M. Macron en 2017 et celles des déclarations de 2021, je pense décembre 2021. Il y a effectivement eu des variations, des changements, etc. dans les déclarations, mais il y a eu aussi, il ne faut pas oublier les gestes qui ont été faits, qui étaient dans mon rapport, notamment la reconnaissance par la France de l'assassinat de Maurice Audin ou de Ali Boumengel, la reconnaissance de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris, ou bien au métro Charonne, la restitution, la discussion autour des essais nucléaires. Il y a quand même eu beaucoup d'actes, de gestes réels, concrets, qui ont été faits en France, notamment sur ces questions-là. Moi, mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup effectivement de disputes idéologiques en France, notamment entretenues autour de la question de la colonisation. Mais les disputes idéologiques en France servent aussi de rente mémorielle pour un certain nombre de partis politiques français qui utilisent, disons, cette question. Cette vieille question, dans le fond, qui est réglée par l'histoire. La colonisation, c'est fini. L'Algérie est un pays indépendant. Mais il y a cette instrumentalisation politique qui est faite pour, disons, à des fins électorales, à des fins électoralistes, etc. Donc la France n'échappe pas à cela. Mais l'Algérie aussi. Mais d'après vous, Monsieur Stora, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, d'après vous, qu'est-ce qui l'a poussé Macron à qualifier le système algérien de système politico-militaire? Qu'est-ce qui l'a poussé Macron très honnêtement, ça c'était pas du tout dans mon rapport ou bien dans la démarche qui est la mienne. Moi, je n'avais pas l'intention, j'ai jamais eu l'intention de rentrer, disons, dans ce type de discussion. Encore une fois, mon point de vue, c'était de trouver des gestes concrets à faire. Par exemple, j'ai proposé la restitution du canon de Baba Marzouk, j'ai proposé la restitution d'archives, j'ai proposé, ou l'ouverture, bien sûr, la question la réparation. Sur la question des essais nucléaires, etc. Moi, c'est ça, mon point de vue. Mais est-ce qu'il y a une coopération du côté algérien? Parce que, je vais juste citer Abdelmadi Chikhi, qui est donc directeur général des archives nationales algériens, qui dit que le travail de l'historien, et là il vous cite bien sûr, Monsieur Storin, n'est pas été transmis en Algérie. Voilà ce qu'il dit, je n'ai pas été d'évaluation pour le rapport Stora. J'estime que ce rapport est un rapport français demandé par un président français à un citoyen français afin qu'il lui donne un avis sur ce qu'il nomme la mémoire apaisée. Bien sûr, qui a été mis entre guillemets, a déclaré Monsieur Chikhi. Oui. Non, le rapport a été transmis officiellement par l'ambassadeur de France à Alger, qui a transmis officiellement le rapport. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, c'est vrai que c'est un rapport qui est destiné aux Français, qui est un rapport franco-français. Mais je crois que l'accord qui était passé entre l'Algérie et la France, c'est qu'il devait y avoir aussi un rapport du côté algérien, c'est-à-dire un rapport algéro-algérien. Moi, effectivement, c'est vrai, moi j'ai fait un rapport qui traitait essentiellement, disons, de la responsabilité de la France dans la colonisation et donc de la possibilité de réparation sur cette question franco-française. J'ai parlé tout à l'heure du 17 octobre, des essais nucléaires, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la suite de ce que j'ai préconisé. Par contre, effectivement, je crois qu'il était prévu un rapport algérien. Donc la vraie question est plutôt celle-là. Je veux dire, c'est pas celle de la transmission de mon rapport, parce que par parenthèse, le rapport était consultable sur Internet. Il était visible partout. Il était même traduit en arabe. Donc c'était un rapport que tout le monde pouvait consulter. Mais enfin bref, je crois qu'il y a eu effectivement peut-être un malentendu. C'est-à-dire qu'il y a eu l'attente aussi d'une discussion
algéro-algérienne, un rapport algérien, disons, sur ces questions traitant de l'histoire. On va essayer juste, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Monsieur Stora, et je vous remercie beaucoup pour votre temps. On va écouter Macron, ses déclarations qu'il a faites hier, donc à cette occasion des accords d'Évian, et j'aimerais juste avoir un petit, votre sentiment par rapport à ces déclarations. On écoute le président français Macron. Ce sont nos enfants qui furent appelés pour se battre. Ce sont nos enfants qui furent rapatriés d'une terre où ils étaient nés, qui était la leur. Ce sont nos enfants, qui se sont parfois battus pour l'indépendance et qui sont ensuite arrivés en France, parfois quelques décennies plus tard, pour fuir l'obscurantisme islamiste quand ils s'abattaient sur l'Algérie et venir trouver ici la protection. Ce sont nos enfants qui se sont retrouvés dans la France, appelés harkis, mais devenus français. Ce sont nos enfants qui sont ensuite devenus leurs enfants. Ce sont nos enfants qui, venant d'Algérie ou nés en France de parents algériens, vivent ici, sur notre sol, dans notre nation. Et laisser ces histoires ne pas être dites, reconnues, laisser dos à dos tant de parcours, c'est rendre impossible à la nation de vivre en paix. Et donc ce parcours de reconnaissance que nous allons poursuivre, parce qu'il est maintenant inarrêtable, est simplement la condition pour nous tous de ne rien oublier, de ne rien nier du caractère irréductible des souffrances, des douleurs, de ce qui a été vécu, mais d'assumer qu'elles sont toutes françaises. Toutes françaises. Parce que la guerre d'Algérie, ces non-dits, était devenue la matrice, et le sont encore, quand j'écoute notre actualité, la matrice des ressentiments. Benjamin Stora, dernière question, et merci encore une fois pour votre temps. Est-ce que la guerre d'Algérie reste un instrument des deux côtés des rives, que ce soit du côté algérien ou du côté français, rappelant qu'on est à quelques semaines ou quelques mois des élections présidentielles? Oui, tout à fait, bien sûr. Vous savez, de toute façon, tout drame, toute histoire importante est toujours un facteur de légitimation des pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques ont toujours, quelles que soient les nations, instrumentalisé l'histoire dans le sens qui leur allait le mieux. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a une singularité autour de la guerre d'Algérie, enfin qu'on appelle guerre d'Algérie en France, guerre de libération nationale en Algérie. C'est vrai qu'il y a, disons, une volonté dans les États d'instrumentaliser, disons, ces questions-là par rapport à des échéances électorales, des échéances politiques, des échéances mémorielles. Et c'est vrai que le travail des historiens est très difficile. Il est très difficile parce qu'il est sans arrêt en proie, en but à, disons, ces échéances, à ces questions de rivalité électorale à l'intérieur de chacune des nations. Et c'est très difficile de faire ce travail d'historien, ce que j'essaye pour ma part de faire depuis quand même maintenant une quarantaine d'années que je travaille sur cette histoire de et si Macron perd les élections, Monsieur Storak, si Macron perd les élections, quel avenir donc pour ce travail de mémoire que vous avez fait Ah, ça, je ne sais pas du tout. Ça, alors là, il ne m'appartient pas de savoir comment, disons, un futur président de la République pourra ou non continuer à poursuivre ce travail. Moi, j'ai fait des préconisations qui sont d'ailleurs pas achevées. Hein. Il y a encore un travail qui doit se poursuivre. Hein. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de la question des archives, de la question des essais nucléaires, ou même la question des disparus, qui est une question très grave, une question très importante. Bah, ce travail-là, il va falloir le poursuivre. Et maintenant, je ne sais pas, effectivement, vous avez raison, quel sera le sort de ce travail de mémoire à l'issue de l'échéance électorale française. Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Stora. Merci pour votre temps. Merci d'avoir participé dans cette émission. Monsieur Benjamin Stora, historien qui était avec nous donc, depuis Paris. Karim Tabou, je vais revenir à vous. Vous avez entendu Benjamin Stora. Quelle est votre réaction par rapport à cette relation et aussi cette relation qui est
clivante, toujours clivante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karim Tab? Enfin, M. Stora a fait un travail remarquable, il le dit bien, il l'a fait pour la France, il l'a fait pour les Français. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont confondues et il y a une vraie nécessité de les séparer. D'abord, l'approche globale est que, et d'ailleurs on le ressent dans l'esprit des travaux d'histoire qui ont été faits par Benjamin Stora et avant lui par d'autres, c'est le fait de partir avec l'idée que l'Algérie est indépendante. Désormais, on ne va aborder la question que dans le contexte des accords d'Évian et donc de tout ce qui s'est passé avant l'indépendance. Comme si la réflexion est fondée sur l'absence de responsabilité de la France de ce qui s'est passé après. Elle est évacuée de l'approche globale des historiens français. Et puis, deuxième des choses, quand ils parlent des disputes idéologiques, ce qui m'importe moi, autant qu'Algérien, autant que militant politique, ce ne sont pas la diversité des avis des politiques français sur l'histoire de l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, mais ce qui m'importe, c'est les attitudes des autorités officielles de la France. Qu'il y ait des extrémistes dans la scène politique française qui remettent en cause tout ça, ne m'importe pas, d'autant plus que ça relève du débat démocratique en France. Par contre, les attitudes de la France officielle à l'égard de l'Algérie, de son peuple, de son indépendance, me posent de sérieux problèmes. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, l'important n'étant pas dans ce qui est déclaré sur la sphère publique, c'est-à-dire ce qui est écrit par les écrivains, par les hommes politiques, etc., par les débats électoraux, mais ce qui m'importe moi, c'est le fait que l'Algérie, les relations de l'Algérie avec la France restent des relations otages de milieux obscurs, des services de part et d'autre. Et ce monopole-là continue de nourrir des choses entre ces réseaux français et les réseaux algériens que les Algériens payent à une facture très élevée en termes de démocratie, en termes de situation qui est semblable à celle qu'on a vécue pendant le colonialisme. Tout ce que vous regardez aujourd'hui comme vécu de l'Algérien, c'est du déjà vécu au temps colonial. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du déjà vécu. Nous sommes pratiquement dans le système de l'indigénat, des ravitaillements, des rationnements alimentaires, de l'interdiction de manifester, du refus du droit à l'autodétermination politique du peuple algérien. C'est un vécu d'aujourd'hui. Et quand vous regardez par rétroviseur, il s'est passé tellement d'événements qui impliquent les autorités algériennes et les autorités françaises, encore une fois, je parle de la France officielle, ben vous allez quand même vous interroger sur comment les autorités françaises ont évacué le général Nzar depuis Paris dans des plaintes qui sont déposées par des Algériens, comment Alim Sili a été tué en France le 7 avril 1987, comment le détournement de l'avion Airbus en 1994 a été un événement qui n'a pas livré la totalité de ses secrets. L'assassinat des moines de Tibhirin, juste de nos jours, reste quand même un sujet obscur qui n'a pas livré la totalité de... Et vous voyez très bien qu'à chaque fois, le Paris nourrit Alger, Alger nourrit Paris, et c'est les peuples, c'est la mémoire de ces peuples, mais c'est aussi le vécu de ce peuple qui est pris en otage. Ce n'est pas seulement notre mémoire qui est otage de relations qui se passent entre les services de haut comme du bas, du nord comme du sud, mais c'est également notre vie quotidienne. Aujourd'hui, comment peut-on imaginer que des millions d'Algériens, et en écoutant le discours de Macron, croient que c'est un discours destiné
aux Français, il parle des harkis, il parle des gens qui ont été déportés, il parle des gens qui ont vécu des moments difficiles, il parle même des gens qui ont fui, entre guillemets, la violence islamiste, mais il ne parle pas de ces Algériens qui sont poussés à l'exil par la faute d'un régime qui a complètement fermé le pays. Il y a bien des Algériens qui se sont retrouvés à l'exil et je pense aujourd'hui encore, la diaspora, les Algériens sont traités par le pouvoir algérien comme étant des exilés. Et je me rappelle, Karim... désolé Karim, je me rappelle Macron quand il a fait son déplacement en Algérie et Alger quand il se promenait dans les rues d'Alger, l'a interpellé, un Algérien l'a interpellé, il lui a dit on étouffe et sa réponse était desserrez-vous. Oui, desserrez-vous tout en disant que le visa ne doit pas être votre projet. Oui, d'accord, nous sommes d'accord et nous pouvons nous prendre en charge. Mais que la France cesse d'être le sauveur et sinon le protecteur du régime d'Alger. Et vous savez, à chaque fois, et je me rappelle de quelques des déclarations qui relèvent du mépris et qui relèvent parfois même du racisme à l'égard du peuple algérien. Moi, je me rappelle de Chirac qui vient féliciter Zerouane avant même la validation des résultats par le Conseil constitutionnel. Je me souviens de Sarkozy qui disait que nous sommes contraints de soutenir Bouteflika, sinon c'est les talibans à Alger. Je me souviens également de Macron qui disait, plutôt de François Hollande qui disait « Jamais j'ai rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle alors que le président algérien était complètement handicapé et ne pouvait même pas prononcer un mot aux Algériens ». Et puis, on se retrouve avec la déclaration de Macron. Je me souviens, entre les deux tours des élections présidentielles en France, Macron avait donné un entretien à Jeune Afrique. Il avait dit très clairement que je vais œuvrer à soustraire les relations franco-algériennes de la logique des réseaux et je vais tout faire pour promouvoir l'approche démocratique, les forces démocratiques, les intellectuels, les patrons, la jeunesse, etc. Mais une année après, il apporte son soutien franc direct au chef de l'État algérien, autoproclamé président de la République, et tout le monde le sait dans quelles conditions il a été désigné. Donc on ne peut pas se moquer du peuple algérien, on ne peut pas considérer ce peuple algérien comme des gens inaptes à la démocratie, incapables de se prendre en charge et incapables de comprendre c'est quoi les relations et c'est quoi les dessous des relations algéro-françaises. Restez avec nous, Karim Tabou. On a été rejoint par M. Sadr Sellam, qui est historien aussi, écrivain. M. Sadr Sellam, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Sadr. Merci. Sadr Sellam, est-ce que vous m'entendez, Sadr Sellam? Oui, j'entends, oui. Ah, très bien. Marhaba bik. Si on revient un peu sur cette date qui est historique, qui est donc la journée de la victoire, 19 mars, comment peut-on la qualifier, Sadr Sellam? Vous êtes historien. Cette relation reste très clivante entre l'Algérie et la France, 60 ans après. Sadr Sellam. Oui, alors c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian. Donc, c'est l'occasion de ce qu'on appelle la revisitation de l'événement à la lumière de l'ouverture des archives et de toutes les données manquantes qui permettent d'avoir un discours beaucoup plus précis sur ces accords, sur les pré-négociations qui les ont précédés et les contacts secrets. Or, il y aurait plusieurs émissions à faire uniquement sur le contenu des accords et les difficultés qu'ont eu les deux délégations sur les 3 points, c'est-à-dire la proposition de la trêve par la délégation française, dès l'ouverture des négociations, et c'est le colonel Boumedienne qui déclenche l'offensive contre la ligne Maurice le 20 mai 1961, le jour de l'ouverture, alors qu'au début du plan Chal, en février 1959, il n'a pas levé le petit doigt pour soulager les wilayas. D'où la crise avec les wilayas 4 et 3 en 62. Donc Boumedienne, il lance une offensive à finalité purement politique dans le cadre de la course pour le pouvoir et non pas à finalité militaire.
Et vous avez l'état-major qui a boudé les négociations sous prétexte qu'il dit de brader l'Algérie. C'est une surenchère qui avait pour finalité de délégitimer le GPRA pour permettre à l'armée des frontières, baptisée ANC, de prendre le pouvoir. Donc on a eu un des putschs de l'histoire algérienne, et dont les auteurs voulaient prolonger la guerre uniquement pour monopoliser le pouvoir. Ensuite, il y a eu l'affaire du Sahara, qui a retardé donc, la conclusion des accords d'Évian. Et vous avez l'affaire, par exemple, de la force locale. Vous avez Raïd Ahmed Ali Manjili, les représentants de l'état-major, qui ont protesté violemment quand on a proposé une force locale de 50 000 hommes. On l'a réduit par la suite à 15 000 ou moins. L'état-major protestait parce qu'une force locale de 50 000 hommes aurait empêché l'armée des frontières de marcher sur Alger. Sadr Sallam, Sadr Sallam, on l'a perdu, on est en train de me dire. Un petit souci de connexion apparemment. Je vais revenir à vous, professeur Mahmoud Senhadji. Si on revient un peu 60 ans après, et là vous avez parlé bien sûr de la révolution de 2019, ou l'Al-Hirak, si on peut l'appeler comme ça. On revient un peu sur les slogans qui ont marqué cette révolution pacifique, professeur Mahmoud Senhadji. Et parmi ces slogans, il y a un slogan phare qui a marqué les marches hebdomadaires, et c'était Al-Istiqlal, Sha'b Yurid al-Istiqlal. On essaie de revenir sur ce slogan. On écoute, on regarde cette vidéo, professeur Mahmoud Senhadji, et je vais revenir à vous. Professeur Senhadji, Sha'b Yurid al-Istiqlal, ça a été donc un slogan phare dans la révolution pacifique ou la révolution du sourire. Pourquoi donc ce slogan 60 ans après, on est en train de parler de 60 ans après les accords d'Évian, Sha'b Yurid al-Istiqlal. C'est pour cette raison que je voulais vous dire que seul le peuple algérien, dans son histoire, a 2 fois revendiqué son indépendance. Ça, c'était le 5 juillet 2019. Lorsque le peuple algérien, dans sa totalité, dans ses profondeurs, cette phrase a jailli. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle démontre, cette phrase? C'est comme si cette phrase a démontré clairement la véritable nature de ce pouvoir. C'est comme si le voile est tombé. C'est comme si depuis plus de 40 ans, on essaie de comprendre quelle est la nature de ce pouvoir. Comment ce régime-là, il a pu dénaturer la personnalité algérienne. Il a amené les Algériens à se méconnaître, à se nier dans leur existence. Même l'histoire d'Algérie, on a déserté tout, même notre propre histoire. On nous l'a présenté comme une force monolithique, comme quelque chose de sacré. On ignorait même notre propre histoire. En disant Sha'b Yurid al-Istiqlal, c'est comme si le voile est tombé. Sha'b Yurid al-Istiqlal, mais qu'est-ce qu'il a démontré après? L'origine réellement de cette confiscation, de cette indépendance, c'est 62. On est revenu à la source. D'où venait véritablement ce problème-là? Donc, Sha'b Yurid al-Istiqlal, implicitement, cela prouve qu'on est encore sous l'occupation. C'est-à-dire que l'indépendance, puisqu'elle nous a été confisquée, nous sommes en train de revivre le même scénario colonial. Pour moi, c'est ça que je l'ai dit 60 ans après, des 2 rives de la Méditerranée, concernant l'Algérie. À l'équation colon-indigène, c'est substitué militaire-civil. Européen, algérien, nous avons l'Algérie des galons et l'Algérie du peuple. Le même regard colonial qui était porté par le colonialisme français, on le retrouve maintenant dans la vision qu'a ce pouvoir militaire sur l'Algérien. Qu'est-ce qu'elle implique? Un mépris et l'injustice. Lorsque nos enfants nous trouvent comme
solution que mourir en mer. Comment on peut arriver à cette situation avec toutes nos richesses? Comment nous qui avons rêvé d'être des acteurs sur la scène mondiale, on se retrouve maintenant devant un pouvoir qui est qualifié par Ali Ben Saad, un intellectuel algérien, l'homme malade du Maghreb. L'Algérie est l'homme malade du Maghreb. Lorsqu'on utilise le concept, un intellectuel dit que l'Algérie est l'homme malade du Maghreb, il faut avoir dans nos têtes le 19e siècle, lorsque l'Empire ottoman était considéré comme étant l'homme malade. Donc, voici où nous sommes arrivés. Et en plus, le pouvoir algérien, jamais dans l'histoire il n'est isolé à l'extérieur et à l'intérieur. Comment expliquer qu'un tel pouvoir arrive à cette situation-là? Parce que ce pouvoir-là, depuis 1962, il n'a ni une légitimité politique, ni une légitimité historique, parce que l'armée des frontières, c'est une force politique et non une force militaire, parce qu'elle n'a jamais contribué à l'indépendance de l'Algérie. Et cette armée, lorsqu'elle est rentrée, elle a tué plus de 2000 moujaheds. Donc l'armée des frontières n'est pas une force militaire, mais c'est une force politique dont le but principal, c'est la conquête du pouvoir, et elle l'a fait. Et c'est pour cette raison que nous sommes arrivés à cette situation. Donc, on est constamment, même jusqu'à présent, on est en train de reconquérir notre personnalité. Restez avec nous, professeur. Et pour la France, si vous permettez, pour la France, on vit le même écho. Qui est en train, par exemple, maintenant, d'être celui qui fait le tempo de l'élection présidentielle en France? Sur quelle base se fait cette élection présidentielle en France? Elle se fait sur la question, sur l'existence de la France en question, sur l'identité de la France. Ce même problème était posé en 60. Et ça, c'est Pierre Nora qui le dit dans Les Français d'Algérie. Il dit que l'existence de la France, de l'identité nationale française était engagée dans les années 60 avec l'OAS. C'était une guerre franco-française aussi. Donc, c'est comme si pour la France, sortir de la guerre d'Algérie, c'était se libérer aussi parce que son existence était tout à fait menacée. Sans oublier deux putschs en 58 et en 61, l'existence de la France était menacée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons qui est en train maintenant de parler du grand remplacement? Qui parle maintenant de l'identité française en question? Eh bien, c'est un juif d'Algérie. La même question qui était posée dans les 60 est posée maintenant. Et ce sont les revanchards de la France coloniale, de l'Algérie française qui sont maintenant sur le même... Restez avec nous, professeur. Restez avec nous, je vais revenir. La peur de l'arabe a été remplacée par la peur du musulman. Maintenant, c'est la peur du musulman qui s'est substituée à la peur de l'arabe dans les années 50. On a, même, c'est-à-dire en France, en Algérie, nous vivons presque le même problème. On est dans les années 60 pour moi. Très bien. Restez avec nous, Senhadji. On va essayer de revenir à Karim Tabou, mais je pense qu'on l'a perdu, on est en train de me dire. On écoute Boun quand il parle de l'Algérie, que l'Algérie, il dit qu'elle est visée, mais aussi dans le message qu'il a envoyé par rapport à cette journée historique. Et là, il parle, alors que nous vivons aujourd'hui en cette conjoncture particulière et complexe, à l'instar des pays du monde, des mutations décisives sur les plans régional et international, nous tenons à affirmer que notre aspiration à bâtir une Algérie prospère nous impose de réhabiliter la valeur de l'effort et du travail, de veiller au renforcement de notre sécurité nationale dans toutes ses dimensions face à tout imprévu ou urgence, de veiller à l'unité de nos rangs, de conjuguer nos efforts et de renforcer le sens du devoir national et d'assumer pleinement nos responsabilités dans les différents secteurs et à tous les niveaux envers notre nation et notre patrie. J'aimerais avoir un commentaire, bien sûr, après professeur Mahmoud Senhadji par rapport à ce qu'a déclaré dans le message de Abdelmajid Tebboune. Karim Tabou est avec nous, on est en train de me dire. Karim, est-ce que vous m'entendez, Karim? Oui, oui. Ah, très bien. On vous a perdu un petit moment. On va essayer juste je vais essayer juste de vous faire passer une petite vidéo donc de Tebboune qui parle que l'Algérie est visée. On est toujours dans ce complot où l'ennemi invisible. On écoute Tebboune. أنا قريت في وكالة صحفية une agence de presse
محترمة تاع دولة عظمى تقول نشهد أن الشيء اللي دارته الجزائر ما داروش دول أوروبية. هذا الأجنبي واش يقول؟ وانت عاك يقول لك ما كان والو ما هيش دولة ما سوسي ما عندناش ما كذا الطبة ما همش طبة والصحفيين ما همش صحفيين وهذه الله يهدي ما خلق وخلاص يعني النيليزم هذا موجود. ولكن الحجمة هذه أنا راني نشوف بلا ما نطيح في اليد في التفكير تاع الكومبلوتيزم نشوف هجمة شرسة. هجمة أولا على الأمور الحساسة في البلاد، هجمة على الجيش راها تقريبا في 6 شهور ولا 7 شهور، لأن عارفين في دولتنا كما في أغلب الدول تاع العالم الثالث الجيش هو العمود الفقري. هذه البلاد اللي ما بغاش تطيح كسر لها جيشها خلاص تجيبي لي ديك. Karim Tabou, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? L'Algérie est visée 60 ans après Karim Tabou. Quel constat peut-on faire dans notre pays quand on entend des slogans avec un sens très fort, الشعب يريد الاستقلال, quand il y avait les marches de Hirak. Karim Tabou. Vous savez, l'argument de la main étrangère et puis de la théorie du complot, il a toujours été l'argument du pouvoir. À défaut de trouver les réponses sérieuses, concrètes, crédibles, justes aux questionnements et aux préoccupations des Algériens, on recourt aux procédés éculés anciens de main étrangère. Et d'ailleurs, jusque-là, mis à part quelques manœuvres politiciennes pour tenter d'assiéger le Hirak, en essayant de fomenter des tensions par-ci par-là, mais jamais l'Algérie a très clairement identifié ses mains étrangères, ses puissances occidentales, et d'ailleurs toujours c'est dans le vide et toujours dans l'impossibilité d'identifier ni les sources ni les parties visées par les propos des officiels algériens. Lorsqu'il dit des pays étrangers, mais jamais il a eu le courage de dire voilà l'Algérie d'une manière franche, voilà le rapport des renseignements et puis des données claires sur le terrain qui montrent qu'il y a eu des complots qui sont tramés contre les Algériens. Bon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait que la main étrangère c'est le régime lui-même qui sert les intérêts des puissances occidentales et puis des multinationales et qui n'a pas servi les intérêts des Algériens. Lorsque j'entends le chef de l'État autoproclamé président de la République parler des gens qui disent non, le Zayen Madernawalo, etc. Mais bien au contraire, c'est lui qui a traité Khaled Drarli de Khbarji, c'est lui qui l'a considéré comme étant pas journaliste. Mais ce sont les services de sécurité qui ont tabassé les médecins à la place du 1er mai à Alger. Mais c'est la justice actuelle qui a mis des enseignants à l'université en prison. Mais c'est la colonne vertébrale d'un pays, c'est l'université, c'est l'humain, c'est le savoir, c'est Marrakech Dirasat, Marrakech البحوث, c'est le Jamia, c'est le Mouatan al-Jazairi, هي الأخلاق, هي القيم, c'est pas le contraire. Malheureusement, on est encore avec des responsables qui ont une mentalité, j'allais dire, des années 50, peut-être plus loin que cela, et ils sont incapables de mettre à jour leur logiciel pour voir les préoccupations de la jeunesse algérienne, les préoccupations du peuple algérien, le désir de liberté et d'aller dans la construction de la modernité sur des bases du savoir, la prime à la loi, la prime à la compétence. On continue de gérer, de tirer du tiroir, de regarder l'avenir d'Algérie avec un rétroviseur. Lorsque vous avez des dirigeants de ce type, de cette conception de l'avenir, elle consiste à regarder en arrière et à considérer que l'humain n'a pas de rôle et que c'est l'État qui doit avoir la puissance, et la puissance de l'État, c'est la puissance de l'université, c'est la puissance de l'humain, c'est la puissance de la société. Si vous avez une société civile puissante, vous avez des intellectuels, vous
vous avez un champ scientifique, un champ du savoir, un champ politique, un champ syndical, un champ artistique, un champ... C'est tous ces champs-là qui forment le champ démocratique, ce n'est pas le champ d'opération militaire qui fonde la puissance des États. Je suis désolé, malheureusement, on est dans deux conceptions différentes de la modernité, on est dans deux conceptions différentes de l'avenir. Il y a des gens qui regardent encore par l'approche soviétique à travers l'œil de Moscou. Si on revient un peu sur la géopolitique, Karim, professeur Mahmoud Senhadji, il dit que le régime algérien, il est isolé non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et aussi, disons que si on revient un peu sur cette décision de l'Espagne, comment peut-on expliquer diplomatiquement donc ce revirement de l'Espagne concernant la question du Sahara occidental? سي نصر تعرف كاينه قاعده بسيطه في العلاقات الدوليه. Il y a une base simple des relations internationales. Les États qui sont puissants en interne et qui ont permis une émancipation de leur peuple et un front intérieur très puissant constitué d'élites, constitué de compétences, constitué d'un pays qui ressent l'appartenance et l'amour de la patrie sur la base d'un bonheur social partagé. ces pays تخدم معاهم تتفاوض معاهم دير علاقات معاهم. Par contre, les pays qui sont fragiles en inter, qui n'ont pas de voix en inter, comment peuvent-ils avoir une voix à l'extérieur? Eh bien, يخدموا بهم. هذا هو الفرق في العلاقات الدولية. إذا كنت دولة أنت دولة قوية عندك قواعد سليمة ومبني مجتمع متطور، مجتمع مدني متطور بنخب سياسية متطورة، اقتصاد يعني مهيكل ومتطور، يخدموا معك. يتفاوضوا معك. أما إذا كنت لعبة في التاريخ وتكون ضعيف على كل المستويات فتصبح لعبة يخدموا بك، وهذا هو حال معظم هذه الأنظمة اللي ولات اليوم لعبة في يد القوى العظمى، في يد العلاقات الدولية. Et je pense que l'Algérie, non seulement il est isolé, mais on n'a jamais fait le bilan. Mais Karim, quand on revient très rapidement, Karim, quand on vient... C'est quoi ses objectifs stratégiques? C'est quoi ses méthodes? C'est quoi ses alliés? Sur quelle valeur va-t-elle s'engager sur la sphère internationale? Je pense que l'Algérie est un des pays qui manque de projets, qui manque de vision, par la faute d'un régime incapable de se sortir de ses besoins de maintien au pouvoir. Le pouvoir algérien ne fait de diplomatie que pour s'acheter une reconnaissance internationale. Il trafique les élections, il manipule le suffrage universel, il interdit les libertés, il assiège la population, et le travail diplomatique, quand il le fait juste pour avoir des soutiens au niveau international. Et malheureusement, les Algériens auront également à réfléchir sérieusement pour se sortir de ce piège consistant à laisser un pouvoir de cette nature prendre le destin de générations entières en otage. Quelle perspective, très rapidement, Karim? Je sais que c'est une question où il faut beaucoup de temps. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donner le mot de la fin à professeur Senhadji. Quelle perspective pour notre pays? 60 ans après, on est en train de parler d'un constat qui est alarmant à tous les niveaux. La perspective serait d'être fidèle et conforme aux promesses de l'appel du 1er novembre, c'est-à-dire fonder un État démocratique et social dans le cadre d'un ensemble nord-africain intégré. Et à ce moment-là, nous allons sortir de ces manœuvres et de ces tensions qui sont exploitées autant chez nous que chez nos voisins à l'effet d'empêcher la société civile et les peuples de se prendre en charge et d'avoir sérieusement une vraie autodétermination politique. La priorité aujourd'hui pour l'Algérie, c'est tout simplement consacrer et réaliser une véritable autodétermination du peuple algérien. C'est ça le sens du Hirak et c'est ça également le sens du slogan porté de vive voix par des millions d'Algériens, Chab Yurid al-Istiqlal.
Barakallahu fika Karim, merci à vous Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS qui était avec nous depuis Alger. Professeur Mahmoud Senhadji, je vais vous laisser le mot de la fin. Des milliers d'Algériens qui fuient notre pays 60 ans après. Vous avez parlé donc de l'échec non seulement à l'intérieur mais aussi de l'extérieur. L'Algérie isolée diplomatiquement, elle a rappelé dernièrement donc son ambassadeur en France. Elle le fait aujourd'hui donc avec l'Espagne, rupture diplomatique avec le voisin le Maroc. Où va l'Algérie? Où va l'Algérie? C'était la même phrase qui était réellement dite et écrite comme un livre par Maurice Violette. Où va l'Algérie? Où il parlait de l'Algérie française et il savait que cette Algérie française, avec l'aveuglement des Français d'Algérie et des grands colonnats, il savait qu'elle allait se briser, se détruire. C'est la même chose que je pourrais dire maintenant. Mais je vais revenir uniquement parce que vous avez dit président Tebboune. Moi, je vais dire monsieur Tebboune. Président, il n'est pas. On n'a jamais eu un président véritablement élu. Et c'est ça qui fait défaut à l'Algérie, à ce pays. Donc, lorsque j'écoute monsieur Tebboune, je n'ai que des phrases juxtaposées. C'est-à-dire que les paroles de monsieur Tebboune représentent vraiment la situation du politique en Algérie et de ce pouvoir-là. Derrière tout ce qu'il dit, il n'y a aucune pensée, aucune véritable information. On ne sent même pas qu'il y a une vision structurée lorsqu'il est en train de parler. C'est des phrases juxtaposées. Donc la France, totale division. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, l'homme malade du malade. Nous sommes arrivés à cette situation-là où ce pouvoir-là, à défaut de légitimité populaire, de légitimité politique, donc c'est un pouvoir qui ne peut régner que par le fer et par la torture et par la force. Et cela, ça a été depuis 1962. C'est pour cette raison que je les comparais toujours à une force coloniale. On a les mêmes pratiques que nous avons vécues pendant l'ère coloniale, on est en train de les vivre maintenant. Maintenant, quelle est la sortie? La sortie, c'est que depuis 2019, il y a cette reconquête de notre algérianité. Je n'ai jamais vu dans l'histoire, j'ai 65 ans, je n'ai jamais vu des Algériens pleurer, heureux de voir ce qui s'est passé en 2019. Cette reconquête de soi, de notre fierté d'être algérien, ce beau soulèvement, c'est l'un des plus beaux soulèvements populaires de l'histoire moderne. Aucun soulèvement dans toutes les histoires que nous avons vécues, tous les soulèvements se sont faits sur des bases sociales, économiques, l'essentiel en France, sauf en Algérie, c'était un soulèvement politique. Les Algériens voulaient reconquérir leur pays, leur identité, leur personnalité. C'est comme si, moi je les considérais comme un redressement historique. Je voulais faire allusion, le plus grand imposteur de l'histoire, Boumediene en 65. Le premier push, c'était en 62. Il a parlé de Tashih Tarikh. Non, nous avons besoin de redressement historique parce que la vérité a été traversée. Le drame des Algériens, il faut le dire dans l'histoire, c'est que nous avons regardé notre histoire avec le regard de ce pouvoir politique qui était l'écrivain de l'histoire. Au Hirak populaire maintenant, Merci. de s'approprier son histoire avec le regard du Hirak populaire. C'est notre mission. Nous devons faire un redressement historique, se réapproprier notre histoire, notre personnalité. Nous qui avons cru être de véritables acteurs historiques, où sommes-nous arrivés? Nos enfants meurent en mer. Nous sommes devenus la risée du monde. Lorsque vous me parlez de l'Espagne, comment voulez-vous qu'on puisse respecter un pouvoir où tout le monde sait que c'est un pouvoir mafieux et prédateur? Comment on peut le respecter? Comment nous avons vécu dans le temps le président qui est mort, lorsqu'il va chez les médecins allemands, c'est-à-dire tout le monde peut voir la déchéance de nos responsables, sauf les Algériens eux-mêmes. Merci. Et devant nous, ils sont des maîtres. Et devant les autres, ils sont des serviteurs. Et moi, je le dis pour l'histoire. Le serviteur n'excelle que dans la servitude de son maître. C'est pour cette raison que nous voulons des Algériens dignes, des Algériens libres, qui vont fonder cette Algérie. Merci. Et seul le Hirak populaire porte cet espoir. Merci. C'est-à-dire, dans sa vision, dans son histoire, il a su
Merci beaucoup, professeur. L'indépendance en 62, et nous allons la reconquérir, ça, Inch'Allah. Barakallahu fik, professeur, merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Barakallahu fik, merci, professeur Mahmoud Senhadji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger et observateur politique. Merci aussi à Sadr Sellem, historien qui était avec nous. Malheureusement, on a eu un petit souci de connexion. Je remercie aussi M. Benjamin Stora, historien et écrivain qui était avec nous dans cette émission. Et un grand merci aussi à M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse avec ces images. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.